Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit update lecture de septembre. Et j'ai quelques livres à vous présenter. J'ai pas lu autant que d'habitude ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Peut-être que je commençais mon stage, du coup j'avais moins de temps. Mais voilà, j'ai quand même lu 6 livres que je vais essayer de vous présenter. Que des livres papier, pas de e-book. J'ai commencé des e-books mais que je n'ai pas encore terminé. En tout premier, je vais revenir rapidement sur les 3 lectures que j'ai fait dans mon vlog de la rentrée qui est disponible si ça vous intéresse. Donc je vais commencer par Nos étoiles contraires de John Green, publié chez les éditions Nathan. Donc c'est un livre dans lequel on suit Hazel et Augustus, il me semble, qui vont se rencontrer lors d'une séance de psychologie un petit peu commune, une séance de thérapie commune à plusieurs personnes qui ont eu ou ont le cancer. Donc déjà on nous plonge dans une histoire qui est assez triste, enfin on sait que les sujets sont assez tristes, je vais revenir dessus vis-à-vis de est-ce que le livre est triste ou pas. Et on va avoir une histoire d'amour entre bien sûr Hazel et Augustus, puisque c'est une romance young adulte, mais avec bien sûr une histoire autour de la maladie et autour des conséquences de cette maladie. Je vous avoue que je lui ai pas mis beaucoup d'étoiles à ce livre, tout simplement parce que ça l'a pas fait avec moi, c'était trop triste, mais pas... En gros l'histoire ne m'a pas suffisamment attirée pour que ça compense la partie triste, dans le sens où j'ai pas été convaincue de l'histoire d'amour entre Hazel et Augustus, et que, mis à part les moments très noirs, très sombres, qui étaient pour le coup plutôt bien faits, il n'y avait pas d'histoire autour qui m'a donné envie de lire la suite. En fait, c'était trop horrible et j'avais pas envie de savoir ce qui allait se passer, même si je savais plus ou moins ce qui allait se passer à la fin. J'avais pas envie de suivre ces personnages, c'était trop horrible, trop sombre, pas fait pour moi, quoi, tout simplement. Si vous avez aimé ce livre, je peux tout à fait comprendre, mais je comprends un peu moins la partie romance, j'avoue que, certes, pour moi, c'est des bons copains, qui vont bien s'entendre, et je pense que la partie qui est la mieux décrite, c'est au moment où Hazel va se rendre compte que, en gros, quand elle a quelque chose à dire, elle a envie de le partager avec Augustus, mais sinon, le reste m'a laissé un peu de marbre. Pareil, l'histoire, enfin, il y a une petite intrigue, on va dire, dans ce livre. Il se passe pas grand chose, en fait, non plus, c'est assez plat, et c'est... je sais pas, ça m'a pas convaincue. Donc je pense ne pas retester avec John Green parce que c'est pas dans mes auteurs de favoris, parce que à chaque fois que j'essaye de lire un livre de lui, ça ne se passe pas bien. Je vous avoue que je voulais après lire pourquoi pas La face cachée de je ne sais plus qui avait l'air quand même pas mal puisque beaucoup de gens en parlent, mais voilà, à chaque fois que je lis un livre de lui, j'aime pas, je peux pas passer à côté de ça, ce gros indice qui me dit que peut-être que John Green c'est tout simplement pas fait pour moi. Ensuite, j'ai lu, on va rester un peu dans le thème où j'ai pas trop aimé parce que c'est assez triste et parce que ça me correspondait pas. Je vais vous parler de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce livre, on suit Violette et Finch. Violette qui est une jeune fille qui est assez dépressive, sombre, notamment parce qu'elle a perdu sa sœur lors d'un accident de voiture. Et elle va se retrouver un beau matin, un peu toute... Enfin, c'est elle qui s'est amenée là, mais je veux dire, sans qu'il y ait une vraie conscience derrière, elle va se retrouver sur le toit d'un immeuble, enfin l'immeuble de son école, et plus ou moins à vouloir tout simplement sauter, sauf que sur cet immeuble aussi est Finch, qui est un autre garçon qui a aussi des problèmes au niveau de la dépression, mais surtout des problèmes au niveau de la santé mentale. Et Finch va convaincre Violette de ne pas sauter et va commencer pas forcément une amitié entre eux, mais une histoire entre eux. Ça c'est sûr. Alors, quoi dire de ce livre? Je pense que je l'ai beaucoup développé encore une fois dans mon vlog si ça vous intéresse. Je vais essayer de rester assez succinct. J'ai pas aimé Finch. je vais être dans le direct. Trop de pensées, trop... En fait, c'est un peu... C'est l'histoire du livre. Le fait que, justement, il a trop de pensées, qu'il est... Globalement, c'est jamais dit, je crois, mais ça ressemble
a de la bipolarité si je dis pas de bêtises. Je veux pas me tromper ou tout ça, donc dites-moi si pour vous ce n'est pas ça. Mais il me semble que c'est plus de la bipolarité. Et du coup, il part dans tous les sens. Et c'est très difficile quand t'as un chapitre de lui de le maintenir et de comprendre là où il veut nous emmener. Et vraiment, il y avait des passages où je me disais, mais je ne comprends absolument rien de l'objectif du livre, de là où ils vont nous emmener dans le chapitre. Il y a un moment, il va dire quelque chose à Violette, il va repartir à un autre moment en disant un autre truc. C'est vraiment dans tous les sens. Et j'arrive pas bien à percevoir son personnage, notamment à la fin, dans les décisions qu'il va prendre, je comprends pas. Il n'y a pas de raison pour moi pour lequel il fait ce qu'il fait. Donc ça, c'était très difficile. Violette avait pas tellement de caractère, c'était un personnage plutôt intéressant, mais sans plus. Et voilà, et pareil, la relation entre les deux, j'ai pas capté, j'ai pas trouvé qu'il y avait un vrai feeling, mais en même temps, je sais pas si c'est parce que je lis beaucoup de romances et que je commence peut-être à me lasser de ce côté-là, parce que c'est pas le seul livre et c'est pas les seuls livres où j'ai eu un problème avec les deux protagonistes et le fait que je trouve que y a pas de lien entre eux qui ferait que voilà, ça m'a donné aussi cette sensation-là, malheureusement, dans Tous nos jours parfaits. C'est un livre que je recommande pas forcément si vous sentez pas forcément bien. Pareil pour Nos étoiles contraires. C'est des livres qu'il faut avoir le cœur accroché et ne pas être sensible à certains sujets, notamment tout ce qui est autour de la santé mentale, encore une fois, parce que j'ai trouvé ce livre aide pas forcément, et je pense que, pour moi, j'avais l'idée que les livres young adultes avaient, quand on parlait de santé mentale, le principe c'était d'aider, et la seule chose auquel ce livre peut se raccrocher, c'est que si on peut se dire, je suis pas toute seule, et ça peut arriver à des adolescents, dans un lycée, etc., mais au-delà de ça, j'ai pas l'impression que ça aide vraiment, notamment avec la morale de l'histoire. Voilà, je vous laisse le lire pour vous faire votre propre opinion vis-à-vis de ça, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai aussi lu, toujours dans cette semaine-là, November 9 de Colleen Hoover, publié chez les éditions Hugo Roman. Dans ce livre, on suit Fall et Ben. Fall, pourquoi je dis Fall? On suit Fallon et Ben. Fallon, qui est une jeune femme qui va manger le premier jour avec son père au restaurant. Et au milieu de la conversation qu'elle a avec son père, un jeune homme va se ramener et va se faire passer pour son petit ami. Franchement, la rencontre incroyable. Les premiers chapitres, j'étais vraiment conquise par ce que nous proposait l'autrice. Mais le format a fait que malheureusement, ce n'est pas passé. Au-delà du fait que j'ai trouvé Ben assez insupportable à certains moments en fait de l'histoire, et je trouve aussi que il laisse pas Fallon prendre ses propres décisions. Et limite, il lui impose des choses. Ou alors il y avait certaines limites que moi j'aimais pas beaucoup et qui ont été franchies, et je sais pas si c'est vis-à-vis de quand date le livre, que maintenant on essaye de faire des trucs un peu plus tolérants. Vraiment cette partie-là vis-à-vis de Ben, ça relève du détail, mais que j'ai pu soulever moi et qui m'a un peu gênée et sortie de ma lecture. Mais au-delà de ça, ce qui est dommage, c'est qu'en fait la décision que les deux protagonistes vont prendre, c'est de ne se voir que tous les 9 novembre, notamment parce que Fallon part un petit peu à l'autre bout des États-Unis et elle a pas envie, le dernier jour où elle est sur place, de rentrer dans une relation avec un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Du coup, elle lui dit on va se revoir tous les 9 novembre. Et peut-être que dans 5 ans, quand je reviendrai, quand j'aurai fini mes études, si on est toujours attachés l'un à l'autre, et si on continue à se voir, on se verra. Parce que vous imaginez bien qu'en 5 ans, il se passe beaucoup de choses, et du coup, on va les voir tous les 9 novembre, mais pas entre. Et ils communiquent pas entre. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que j'ai du mal à aller au bout du réalisme, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des trucs que je trouve justement pas très réalistes, où ils vont se retrouver tout de suite, et tout va renaître en eux, à la minute, à la seconde où ils vont se voir. Et j'ai beau croire au miracle, j'ai beau croire en l'amour, pour moi c'est pas assez réaliste de se dire on s'est pas vu pendant 1 an, on va se revoir comme si on s'était quitté la veille quoi. J'y crois pas trop, après vous pouvez me détromper bien évidemment et me dire si ça existe, voilà. Donc problème de réalisme, problème du coup que j'ai du mal à m'accrocher au personnage, parce que au-delà du réalisme de cette partie-là, comme il se voit que tous les 9 novembre, il se passe des trucs incroyables les 9 novembre, mais qui surpassent ce qu'on avait vu, et au point où, à la fin, je me suis dit non, c'est trop, c'est too much. En fait, plus j'avançais, plus les 9 novembre étaient trop incroyables, et même l'intrigue. Donc voilà, c'est une bonne idée, c'est assez original, et je peux vous le conseiller si vous lisez beaucoup de new romance et que vous voulez un truc qui sort un petit peu du lot.
Maintenant c'est pas dans mes coups de cœur et ça restera pas dans le top 10 de mes romances favorites, ça c'est sûr, parce que je suis pas assez rentrée dans l'histoire et j'ai eu des petits problèmes de réalisme, etc. J'ai lu et adoré, et je vous le conseille si vous aimez la fantasy, La guerre du pavot de R.F. Kuang, publié chez les éditions Babel. Je pense que je vous en ai parlé dans de nombreux vlogs, donc voilà, je l'ai enfin terminé, ça c'est cool. C'est vrai que c'est une petite pavasse, mais elle vaut tellement le coup. Dans La guerre du pavot, on va suivre Rin qui habite dans un petit village dans la campagne de l'univers dans lequel on évolue. Et elle a pas la chance de pouvoir faire un vrai métier, etc. Elle a notamment des parents adoptifs et enfin c'est pas qu'ils la maltraitent, mais je crois qu'ils la font travailler, etc. Enfin bref, elle est pas dans un environnement propice à un développement sain d'un enfant, et on va vouloir la marier de force parce que c'est tout ce que ses parents adoptifs peuvent retirer d'elle. Donc on est vraiment pas dans un petit monde sympathique, et ça va pas s'améliorer au niveau tout le long du roman. Et elle va absolument refuser ça, et sa manière de refuser ça, c'est de pouvoir passer un test qui est passé au niveau national, c'est-à-dire que tous les élèves peuvent passer ce test, mais c'est un test assez élitiste et il n'y a que les meilleurs qui peuvent être pris à l'académie militaire de Singard. Le livre donc commence sur ça, les premiers chapitres, et on va se rendre compte qu'elle va être prise pour aller à Singard, et elle va commencer à évoluer dans cet univers où, au-delà de son évolution à apprendre à se battre, etc., on va trouver notamment que elle va se rendre compte que dans le monde dans lequel elle est, il y a pas mal de guerres, pas mal de conflits géopolitiques, et ça c'est un détail que j'ai adoré. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que on va commencer par ce qui est bien, et ensuite je dirais les petits points qui peuvent faire que ce livre n'est pas pour vous. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est le monde de fantasy hyper bien écrit. Déjà, l'écriture incroyable. J'ai eu l'impression, en termes d'écriture, que je retrouvais un univers qui était, je sais pas comment dire, était pas sympathique, mais où tu te sens bien, où t'as envie de retourner, etc. C'est-à-dire l'écriture t'accompagne en fait là-dedans, et ça, j'ai trouvé ça super bien. Au-delà de ça, on suit donc Rin les premières années à l'académie, donc on suit son parcours. J'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans Harry Potter, vous voyez, quand il arrive à Poudlard et qu'il découvre ses cours et qu'il y a des rivalités avec les autres élèves. C'est absolument ça dans le début du livre, et attention, ne vous y méprenez pas, c'est que le début du livre. C'est-à-dire qu'elle est très jeune certes, mais ensuite ça va aller crescendo au niveau de la violence, etc. Et du coup voilà, à ne pas confondre quand même avec Harry Potter. Mais voilà, il y avait ce petit côté que j'ai beaucoup aimé, genre le fait qu'elle apprenne dans une école où il y a des différents cours, etc. Ça c'est vraiment cool. Encore une fois, elle va se faire des amitiés, elle va se faire des rivalités. Bref, la première partie était vraiment ma partie préférée, c'est celle que j'ai mis le plus de temps à lire finalement, mais qui était géniale. Et puis il va se passer des événements qui vont l'amener hors de l'académie, et à partir de ce moment-là, la violence est assez crescendo, et je vous préviens, on passe de le petit monde sympathique avec quelques horreurs à plein d'horreurs avec quelques petits trucs sympathiques. Notamment, les gens sont réellement méchants dans ce monde, ils sont profondément parfois égoïstes, même la protagoniste principale. On a des crasses, on a des guerres avec toute la vision de la guerre, c'est-à-dire toutes les formes en fait qu'une guerre peut prendre, de la maltraitance des enfants, des femmes, etc. Et franchement, c'est hyper bien écrit, mais c'est très décrit. Il y a notamment une scène, et je vous le remets là, je vous en avais parlé dans mon vlog, avec Vaka, je crois qu'elle s'appelle, ou je ne sais plus exactement, où elle raconte quelque chose qui lui est arrivé. Franchement, si vous avez le cœur bien accroché, lisez, mais sinon, passez ce chapitre ou passez ce passage, parce que j'ai plus ou moins compris pourquoi elle était dans le récit, mais on aurait pu être un peu moins sanglant. Enfin, après ça dépend, tout dépend de l'objectif, encore une fois, de l'auteur, parce que encore une fois ça dénonce bien tous les aspects qu'une guerre peut prendre. Et dans ce monde de fantasy qui a plein de violence, et c'est plutôt important de montrer ça, d'autant plus que je pense que pour les prochains tomes, Rin va, en fait, Rin, par son pouvoir, et je vous laisse le découvrir, elle s'alimente de la colère, et je pense que ça en fait partie d'avoir toute cette horreur, beaucoup de personnes qui vont mourir autour d'elle, de tout simplement vouloir se battre et vouloir mettre fin à tout ça. Donc vraiment, je vous le conseille si vous aimez la fantasy, je dirais même la dark fantasy. Je sais, j'ai pas encore lu vraiment de dark fantasy, donc quand j'aurai lu La Guilde des Ombres, je pourrais potentiellement vous
vous dire si pour moi c'était une dark fantasy, mais je veux dire la violence fait que je pense que c'en est une. Le seul problème c'est que c'est un tome 1 et que le tome 2 et le tome 3 n'ont pas été traduits. Donc voilà, je lisais tout ça, comme ça ils voudront traduire le tome 2 et le tome 3 parce que moi je ne sais pas comment je vais faire, je ne peux pas lire en anglais un truc comme ça. Déjà en français ça a été assez long, j'ai adoré mais c'est assez long, donc en anglais ça me paraît impossible. C'est même un coup de cœur je pense de cette année, vraiment un super bon livre. Je vais continuer avec un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque qui s'appelle Éclat dormant de Alix E. Harrow, publié chez, je crois que c'est Hachette. Ce livre ne l'a pas fait avec moi. Alors c'est difficile de vous dire de quoi il parle tout simplement parce que quand je me suis lancée dedans, vraiment la quatrième de couverture ne dit pas grand chose. Donc je vais juste vous lire la quatrième de couverture et ensuite vous donner mon avis parce qu'en plus il est court, donc si je vous en parle vraiment je pense que vous serez spoilé. Maintenant je me dis que si j'avais eu une description je ne me serais pas tournée vers ce livre parce que j'ai trouvé quelque chose que j'avais pas forcément, enfin qui m'intéressait pas forcément, et en fait je pensais que on allait se tourner vers une autre histoire et finalement on s'est tourné vers cette histoire. Donc on est avec Zinnia qui a 21 ans et qui va bientôt mourir, sauf que sa vie va basculer dans l'univers des belles endormies. Et pour vous donner peut-être un résumé un peu plus terre à terre, en gros, on est avec une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui est incurable, elle ne sait pas quand elle va mourir, et un jour, il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va basculer dans un univers parallèle avec la Belle au bois dormant. Qu'est-ce qu'il a pas fait avec moi? L'histoire avait du potentiel, dans le sens où il y avait une base sur laquelle on aurait pu s'appuyer. Bon, je passe le fait que j'ai encore lu ce mois-ci quelqu'un qui avait une maladie qui allait bientôt mourir et que moi ça me déprime beaucoup et c'est quelque chose qui peut me trigger, donc voilà, je passe cette partie-là qui a pu faire que j'ai eu une mauvaise expérience de lecture, mais qui est très propre à moi. Mais sinon, en fait, c'est juste que je me suis un petit peu ennuyée dans ce livre où il se passait pas grand chose, où tout était tellement prévisible, enfin je sais pas en fait si c'est moi ou si... Enfin déjà le livre est hyper court et j'ai même pas compris la morale à la fin de l'histoire, c'est censé être féministe, mais alors en fait c'était hyper absurde. Je pense que c'est ça aussi qu'il a pas fait avec moi, c'est que je suis pas du tout dans la littérature absurde et des trucs qui se passent qui n'ont aucun sens. Et ou alors j'ai pas réussi à capter le sens, mais même la partie féministe était très éloignée de ce que je m'imaginais. Et il se passait des choses qui n'avaient absolument aucun sens. Et je suis peut-être trop terre à terre pour ce genre de lecture, je comprenais pas. C'est juste un parallélisme entre le conte et j'ai envie de dire la réalité de ce que ça pourrait être. Mais c'est tout. Peut-être que c'était l'objectif, remarque, mais j'ai pas passé un très très bon moment aux côtés des personnages. Je me suis pas accrochée, j'avais pas envie de savoir la suite. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le premier chapitre qui parle du conte original, et ça j'ai trouvé vraiment bien parce qu'il y avait des informations que je n'avais pas et qui sont très intéressantes. On va finir avec un livre un petit peu mitigé, c'est le service presse qu'on m'a envoyé, que l'autrice m'a envoyé, c'est La légende de l'homme fou de Roque Anne-Sophie, le tome 1, l'origine d'une vengeance, qui est disponible sur la plateforme Amazon si vous avez envie. Donc c'est un livre qui parle de un monde dans lequel on a un royaume qui a été opprimé, notamment par un tyran un peu fou, donc l'homme fou, notamment il l'appelle comme ça. Et on va avoir un peuple, et notamment mené par un personnage qui s'appelle Planteur, qui va vouloir sortir de cette tyrannie, et son moyen de sortir de cette tyrannie, ça va être notamment d'aller chercher des gens, de former une sorte de résistance. Et il y avait beaucoup d'éléments qui étaient positifs, et pas mal d'éléments aussi négatifs. Donc en fait c'est comme ça que je disais, c'était un peu mitigé. L'histoire était intéressante dans le sens où il y avait beaucoup de parallélismes, je trouve, avec tout ce qui est les dictatures dans le monde. Je sais pas si c'est ce que l'autrice voulait montrer, mais en tout cas j'ai trouvé que tout l'élément de la résistance, tout l'élément de, au contraire, l'oppression imposée par l'homme fou était plutôt bien réalisé, au point même où il y a des moments dans le livre où je me suis sentie moi-même opprimée, où moi-même j'avais cette sensation un peu de malaise parce que l'homme fou c'est vraiment un homme horrible, et ça l'autrice le montre bien. Il y avait beaucoup de personnages différents avec chacun leur caractère, chacun leur manière de faire, et notamment des personnages qui avaient une histoire plutôt intéressante, notamment des relations en fait entre les personnages
qui était bien et je me suis pas non plus ennuyée parce qu'il y avait beaucoup de rebondissements et d'intrigues. Alors l'intrigue partait peut-être un petit peu en cacahuète, mais il y avait pas mal de choses et du coup je me suis pas trop ennuyée. Peut-être un peu plus à la fin, mais globalement je me suis pas ennuyée. Le point qui était plus compliqué, c'est le rythme de l'histoire, où il y avait beaucoup de hauts, de bas, où il se passait un peu la même chose, c'est-à-dire on avait un bas, ensuite on avait un haut, ensuite on avait un bas, mais qui était exactement pareil que le bas précédent, qui faisait qu'au bout d'un moment on avait compris le principe, et peut-être que sur ce passage-là on aurait dû passer plus vite. Le deuxième point, c'est que, à mon sens, il y avait un petit peu trop de dialogue et pas assez équilibré avec la description, au point où le monde de magie, qui est hyper riche, et ben j'arrivais pas à le capter totalement parce qu'il n'y avait pas assez de description et on n'allait pas assez dans le détail de la réaction des personnages, de leur manière de voir. Et le dernier truc qui était aussi assez compliqué, c'est le point de vue qui était omniscient. Donc on est censé, en fait dans un même chapitre, on pouvait suivre plusieurs personnages et c'était assez compliqué de suivre tous les personnages, dans le sens où on va par exemple suivre Planteur, on a l'impression, enfin il fait quelque chose, on veut voir sa réaction et direct on passe à un autre personnage et on n'avait pas le temps de vraiment analyser la situation. Du coup ça allait un petit peu trop vite et pour la compréhension de l'histoire c'est un peu plus compliqué. Et pour la compréhension du point de vue du personnage aussi, c'est assez compliqué. Donc voilà, il y avait des points positifs et des points un petit peu moins positifs, c'est ce que j'ai dit totalement à l'autrice. Si vous aimez la fantasy et que vous avez envie quand même d'un parallélisme vis-à-vis du présent, parce que moi, pour moi, c'est ce en quoi ce livre est riche, c'est-à-dire qu'il donne une atmosphère qui est assez réaliste et à mettre en parallèle avec ce qui a pu arriver dans l'histoire malheureusement. Donc voilà, si vous avez envie de ça, n'hésitez pas à vous procurer La Légende de l'Homme Fou. Mais voilà, il y a des points négatifs que je vous ai montrés à prendre en compte si ça vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des livres que je voulais vous présenter pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si vous donne envie, si etc. Ça fait toujours plaisir de communiquer avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous vois derrière si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. A plus!